Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Fuse Canadian. Si la vengeance est meilleure servie froide, alors ma vengeance a passé de nombreuses années dans le congélateur. Et cette semaine, elle a finalement été sortie et a reçu de la crème fouettée et une cerise sur le gâteau, avant d'être finalement servie. Le contexte. J'ai travaillé pendant près de 10 ans pour la société A, qui disposait d'une petite équipe de 10 personnes effectuant des travaux sur commande pour des entreprises de ma ville. Le propriétaire nous traitait comme des membres de la famille, sachant que nous travaillions de longues et dures journées, parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Il nous payait mieux que prévu, nous offrait des primes et des avantages qu'il négociait avec les entreprises qui nous commandaient des travaux, et a même accordé à toute l'entreprise une semaine de congé payé à l'occasion du mariage de son fils pour que nous puissions y assister. Nous avons eu des querelles comme toute autre famille, et les choses n'ont pas toujours été brillantes et parfaites. Mais c'est pour montrer à quel point propriétaire traitait ses employés avec gentillesse. Il ne m'a pas arnaqué. Après avoir travaillé pendant des années, le poste de directeur s'est libéré. Comme j'étais alors l'un des employés les plus anciens de l'entreprise A, j'ai décidé de poser ma candidature, ce que quelques autres personnes intéressées ont fait également. Je n'ai pas obtenu le poste, principalement parce que, malgré mon expérience au sein de l'entreprise A, je n'étais pas titulaire d'un diplôme de gestion d'entreprise. Quelqu'un qui travaillait pour propriétaire en avait un, et c'est lui qui a obtenu le poste. Conscient de la formation que je devais suivre et des exigences de ce poste, j'ai longuement réfléchi et j'ai conclu que, si je voulais aller quelque part dans la vie, je devais obtenir ce diplôme. Sortir du lycée pour travailler dans l'entreprise A, c'était bien, mais si je voulais faire quelque chose de plus, il fallait que j'aille à l'université. J'ai parlé au propriétaire et j'ai donné mon préavis de 2 semaines. Lorsque je lui ai expliqué ce que je voulais faire et pourquoi, il a compris que j'essayais de faire quelque chose de ma vie. Je vous promets que tout cela sera plus tard d'une grande importance. En allant à l'université, j'ai découvert que les frais de scolarité étaient couverts par les subventions du gouvernement, mais pas les dépenses telles que la nourriture, le loyer, etc. J'ai donc cherché et j'ai fini par trouver du travail à l'entreprise B. L'entreprise B était un magasin de détail, avec un personnel plus important que ce à quoi j'avais été habitué, environ 50 employés, mais avec un taux de rotation des employés tellement élevé que c'en était parfois effrayant. Elle vendait un large éventail de produits, de l'épicerie aux articles très coûteux. Ils avaient une certaine clientèle de niche pour laquelle ils pouvaient commander des articles et à laquelle ils s'adressaient. J'ai fini par travailler à temps partiel dans leur entrepôt, et je répondais au superviseur de l'entrepôt qui répondait au directeur. Il y avait d'autres superviseurs pour d'autres parties du magasin, mais dans le cas présent, seul le superviseur des ventes est pertinent. Avance rapide de 7 ans. Au cours de cette période, j'ai obtenu ma licence et j'ai travaillé pour l'entreprise B pendant tout ce temps, passant d'un temps partiel à un temps plein, et j'ai finalement postulé pour le poste de superviseur d'entrepôt. J'ai passé un entretien, j'ai obtenu le poste, j'étais superviseur depuis des mois lorsque le directeur et moi-même avons embauché K comme magasinier. K n'est pas celle qui se venge, mais elle a joué un rôle crucial dans la vengeance. Puis Grognasse est embauchée. Elle a commencé comme caissière, a rapidement grimpé les échelons et a nargué autant de collègues que possible, y compris le directeur. Lorsqu'une représentante des ventes est partie en congé maternité, Grognasse a rapidement sauté sur l'occasion de travailler dans les ventes et a fini par faire partie de l'équipe de façon permanente, puis devient la superviseuse des ventes peu de temps après. Moi et Grognasse, nous nous entendions comme de l'huile et de l'eau. Elle racontait au directeur toutes les petites choses que je faisais, mais me traitait de balance lorsque j'allais signaler les problèmes qu'elle causait. Elle disait du mal de moi et de mon personnel d'entrepôt, me coupait la parole lors des réunions et essayait de s'attribuer le mérite de mes idées. Elle disait ouvertement à ses collègues que j'étais à l'origine de nombreux problèmes et avait hâte que je parte. Oh, et elle n'était jamais en faute. C'était la faute des clients, la mienne, celle du livreur, celle d'un autre collègue, etc. Il y avait des moments où nous nous entendions bien, mais ils étaient rares. Puis, j'ai été licencié. Un jour, un ensemble de bagues très, et je dis bien très coûteuses, plus de 5000 $, je l'ai appris plus tard, commandées par l'un de nos clients, arrive. Il y a des années, j'ai mis en place une procédure pour tout type de bijoux afin d'éviter qu'ils ne soient perdus ou volés. La dernière étape consiste, une fois que nous avons tout fait avec le bijou dans l'entrepôt, à l'apporter au bureau et à demander à quelqu'un de le mettre immédiatement dans le coffre-fort.
Cette fois-ci, c'est moi qui ai reçu les bagues, et après avoir suivi la procédure, j'ai dit à K que je l'apporterai au bureau. La seule personne disponible qui avait la combinaison du coffre-fort était Grognasse. Je lui ai demandé si elle pouvait ouvrir le coffre. Elle m'a regardé, a regardé la boîte à bijoux dans ma main, puis a dit « Pose-la ici sur mon bureau, je la rangerai une fois que j'aurai terminé ce mail. » Gardez à l'esprit que moi et la garce avions eu une sérieuse dispute plus tôt dans la journée, et que je n'avais généralement pas envie d'être proche d'elle si je le pouvais. Je ne l'ai donc pas vu de mes yeux mettre la bague dans le coffre. Le lendemain, le directeur m'appelle pour me demander de venir au bureau. J'y trouve le directeur, la grognasse et le consultant en ressources humaines qu'ils font venir quand il y a un vrai coup dur. Le directeur me dit que le jeu de bague a disparu. Je lui explique la procédure que j'ai suivie et que la dernière fois que je les ai vus, c'était avec Grognasse. Le directeur me dit que Grognasse a vérifié la boîte et qu'elle était vide. Il sort alors la boîte. Bien sûr, la boîte dans laquelle se trouvaient les bagues était effectivement vide. Je jure au manager que les bagues étaient à l'intérieur lorsque je les ai vérifiées avant de les donner à Grognasse. À ce stade, c'est ma parole contre la sienne. Par malchance, le magnétoscope du magasin était tombé en panne quelques jours avant l'incident, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier ce qui s'était passé. Nous savons tous que quelqu'un doit porter le chapeau, et c'est à ce moment-là que Grognasse frappe, en disant que c'est ma faute, puisque c'est dans mes mains qu'elles ont été vues pour la dernière fois. Le directeur demande si c'est vrai, puis je me rends compte que... oui, je suis bien la dernière personne à avoir touché l'objet, et que je n'ai jamais vu Grognasse ramasser la boîte. Son regard crie « Je t'ai eu !» Le directeur et la consultante en ressources humaines nous demandent de partir. Après ce qui m'a semblé être une éternité, on m'appelle. Le directeur me dit que, puisque j'étais responsable des bagues à ce moment-là et qu'elles sont maintenant perdues, ils vont me licencier. Mais comme ils n'avaient aucune preuve que j'avais volé les bagues, ou non, ils ne porteraient pas plainte. Ce qui m'a fait froid dans le dos car c'était la première fois que j'entendais dire qu'ils pensaient de la sorte. Je retourne à l'entrepôt, raconte à K et aux autres magasiniers ce qui s'est passé, prends mes affaires personnelles et quitte l'entrepôt le jour même. Après quelques semaines passées à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à peser mes options, je décide que ma première priorité est d'essayer de trouver un emploi. Et je m'estime chanceux si j'obtiens un emploi pour faire des burgers avec la mauvaise réputation de l'entreprise B. J'appelle le propriétaire de l'entreprise A pour obtenir une bonne référence et lui expliquer ce qui s'est passé et pourquoi je l'appelais, pour recevoir le choc d'une vie. Le poste du directeur était sur le point d'être ouvert. L'homme au profit duquel j'avais perdu le poste prenait bientôt sa retraite pour des raisons de santé compliquées. Le propriétaire avait gardé un œil sur moi pendant mes études universitaires et comprenait que je ne revienne pas immédiatement vers lui. Mais avec une occasion en or comme celle-ci, il voulait que je revienne et je n'allais pas dire non. J'ai plongé dans le nouvel emploi que je souhaitais au départ, avec un propriétaire pour lequel j'aimais travailler. Je pensais qu'à ce moment-là, tout serait derrière moi, sans savoir que cela reviendrait, non pas pour me nuire, mais pour me rapporter des dividendes. La vengeance, le côté de K. Après mon licenciement, K savait qu'elle devait faire quelque chose pour Grognasse. Elle savait que je ne perdrais pas ou que je ne volerais pas quelque chose comme les bagues. Mais elle savait aussi que, sans preuve, la Grognasse n'irait avoir fait ça et aurait K dans sa ligne de mire pour l'attaquer ensuite. Alors, après avoir parlé à son mari, elle a mis au point un plan. Elle a commencé à fréquenter Grognasse, lui disant des choses comme « Je suis tellement contente qu'il soit parti » ou « J'aurais aimé qu'il soit viré beaucoup plus tôt ». La Grognasse, heureuse de s'être débarrassée d'une des épines dans son pied, s'est imprégnée de tout cela et, au bout de quelques semaines, a invité K et le mari de K à prendre un verre chez elle avec elle et le mari de la Grognasse. Les mois passent, K et son mari font régulièrement des choses ensemble avec Grognasse et le mari de Grognasse, y compris boire des verres le week-end et participer à des événements de couple. Lorsqu'ils étaient ensemble, K disait parfois du mal de moi, et Grognasse était bien évidemment d'accord avec elle. Enfin, après plus d'1 an de bonne entente, alors que K et son mari étaient chez Grognasse pour l'une de leurs soirées alcoolisées, K a parlé de moi en mal au hasard, mentionnant les bagues en passant. C'est alors que Grognasse dit quelque chose que K attendait. « Je voulais ces bagues, alors je les ai volées. » K, entendant cela, demande plus de détails. Le mari de K la regarde, essaie de lui faire signe d'une main, puis abandonne quand Grognasse continue à parler.
Ce jour-là, Grognas avait cessé d'écrire son mail et allait mettre les bagues dans le coffre. Le coffre était ouvert et elle s'apprêtait à ranger les bagues lorsque Grognas a eu une idée. Comme je l'ai dit plus haut, Grognas voulait que je quitte l'entreprise B. Elle voulait aussi ses bagues. Elle savait aussi que les caméras ne fonctionnaient pas. Elle s'est dit qu'elle pouvait empocher les bagues, dire au directeur qu'elles avaient disparu et faire en sorte que ce soit moi qui porte le chapeau. K demande alors où sont les bagues, et Grognas, trop ivre et ne voyant pas de raison de ne pas se vanter, non seulement lui dit, mais lui montre où elles se trouvent dans sa chambre. Pendant ce temps, le mari de K avait enregistré toute la conversation sur son téléphone. Le signe de la main indiquait qu'il avait commencé à enregistrer. K remet une copie de l'enregistrement au directeur le jour ouvrable suivant. La police est immédiatement appelée. La Grognas est arrêtée et sa maison est perquisitionnée. Ils trouvent les bagues. K et son mari remettent l'enregistrement et les témoignages à la police. La chute de la Grognas a commencé. La vengeance de mon côté. Je reçois un appel du bureau du procureur après l'arrestation de Grognas et son inculpation pour vol de plus de 5000 $, entre autres. Il veut que je témoigne de ce qu'elle m'a fait. Je n'ai pas hésité à dire oui. Le procureur nous fait témoigner, moi, K et son mari, et fait écouter l'enregistrement de Grognas qui avoue les avoir volés. Son avocat tente de faire rejeter l'affaire en disant que K a fait en sorte que Grognas soit délibérément ivre. Mais le juge n'y croit pas, puisqu'il y a des preuves qu'elle buvait tout le temps. Le juge a été indulgent et lui a donné 5 ans de prison, ce qu'elle a qualifié d'injuste, mais j'ai personnellement pensé qu'elle s'en était bien tirée. Pendant que le procès se déroulait, je discutais avec un avocat pour poursuivre la Grognas qui m'avait piégé comme elle l'avait fait. Nous allions également poursuivre la société B pour licenciement abusif, mais l'entreprise a réglé le problème le jour même où elle a été informée de l'action en justice et a su qu'elle perdrait. La garce n'a pas eu autant de chance. Ils ont tenté une supercherie en demandant au mari de Grognas de divorcer, et il a tout reçu dans le cadre du divorce. Mais mon avocat l'a également ajouté au procès. Mon avocat a demandé globalement 3500 $ pour détresse émotionnelle, les arriérés de salaire entre le moment où j'ai été licencié et le moment où j'ai recommencé à travailler pour l'entreprise A, ainsi que les frais de justice. Et maintenant, vous vous demandez où se trouve la cerise métaphorique sur cette histoire? Eh bien, une personne a récemment quitté l'entreprise A, et nous avons donc embauché quelqu'un pour la remplacer. Le propriétaire passait en revue les CV et organisait des entretiens pour le poste cette semaine. Or, la Grognas était l'une de ces personnes à postuler, mais il ne le savait pas. J'ai regardé le CV, j'étais sur le point de le jeter, mais j'ai souri. Le propriétaire a organisé l'entretien. Elle est arrivée à l'heure prévue avec l'intention de se frayer un chemin jusqu'au bout. Puis, elle m'a vu. J'ai souri d'un air mauvais. Elle est devenue toute pâle. Tout ce que j'ai dit c'est « Ah, Grognas, comment ça va? Tu te souviens de moi ?» Elle a eu l'air d'une biche prise dans la lumière des phares d'une voiture. Je regarde son CV et lui dis « Je suis désolé, mais je pense pas que vous conviendrez à notre entreprise. Merci d'avoir postulé. » Elle n'a pas dit un mot et est partie. Opi, je pense que tu peux remercier K et son mari très fort. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Accrochez-vous, c'est un peu long, mais c'est un excellent exemple de ce qu'une seule phrase peut signifier. Alors, un été à l'université, j'ai pris un emploi dans le département marketing d'une petite entreprise de fabrication, visiblement pour créer du matériel publicitaire en langue étrangère, ainsi que tous les réseaux sociaux pour leur déménagement à venir en Europe. Il est rapidement apparu qu'une grande part de la vente était impliquée, mais cela ne me dérangeait pas. J'étais jeune et je voulais beaucoup de victoires pour mon CV. Le département, marketing donc, se composait de moi-même, d'un autre gars pour une autre langue européenne et d'un stagiaire junior de 16 ans, extrêmement sous-payé. Nous travaillons tous pour un bandit absolu, auquel je ferai référence pour le reste de l'histoire en tant que patron, qui n'avait en fait aucune expérience ou compétence pertinente, mais qui était un beau parleur et qui avait piégé le propriétaire de l'entreprise par une sorte de magie maléfique.
Ce patron passait le plus clair de son temps à gérer une activité secondaire à partir de son iPhone, ne s'arrêtant que pour nous jeter, littéralement, des objets quand on était au téléphone. Pour peindre au hasard l'intérieur de notre bureau en noir de jet, plafond compris, ou pour formuler des demandes ineptes, comme essayer de forcer un fournisseur à nous accorder une remise de 40% sur la base du potentiel de notre minuscule entreprise. Tout cela allait et était somme toute assez drôle, et nous donnait matière à rire au KFC pendant le déjeuner. Mais la vraie plaie était que chaque fois que quelqu'un faisait une avancée réelle, concluait un accord avec un fournisseur ou un vendeur, achevait des négociations avec des agences gouvernementales, obtenait un bon taux pour le marketing, trouvait une nouvelle opportunité, etc., il volait les mérites. Le propriétaire ne s'en est jamais rendu compte et pensait sincèrement qu'il s'agissait d'un homme qui sait tout faire et fait tout, même s'il nous arrivait de laisser des preuves ou de dire carrément au propriétaire quand nous avions fait le travail, exposant ainsi le patron et ses mensonges flagrants. Aux yeux du propriétaire, il ne s'agissait que d'une mauvaise communication. Cela a duré des mois. Nous étions tous payés au salaire minimum, ou moins en tant que stagiaires, et nous faisions essentiellement le travail du patron à sa place, alors qu'il nous répétait sans cesse à quel point il était génial et que nous ne comprenions pas grand-chose. Nous avons passé l'été à embrouiller les PDG et les directeurs des achats européens, qui se demandent pourquoi cette petite entreprise anglaise complètement folle faisait appel à des stagiaires pour toutes ses activités internationales. L'autre responsable du marketing s'est lassé et a démissionné, ne laissant que moi et le stagiaire junior, et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que j'avais été promu pour diriger le projet pour les deux pays. À ce stade, j'étais maintenant, avec un salaire minimum à temps partiel, chargé de planifier et d'exécuter en solo une invasion des marchés étrangers pour deux pays différents, tandis que le patron vendait des godemiches sur son iPhone. Oh, et au passage, son activité secondaire était un sex shop. Même cela m'aurait convenu si le patron n'avait pas essayé de voler les mérites. À un moment donné, il s'est immiscé dans un appel téléphonique en langue étrangère que j'étais en train de passer à un magazine bien diffusé, et, en anglais, a dit « Je prends le relais, Opie n'est pas si important que ça », avant de réaliser rapidement que son interlocuteur avait environ 60 ans, était partiellement sourd et parlait à peu près 4 mots d'anglais. Il m'a rendu le téléphone et partait dire au propriétaire qu'il venait de décrocher un excellent tarif pour de l'espace publicitaire. Des épisodes publics comme celui-ci ont fait que nos vendeurs potentiels ont flairé la faiblesse et ont fini par proposer un contrat déséquilibré qui stipulait essentiellement que si nos produits ne se vendaient pas à un certain volume, nous serions tenus de payer le revendeur en espèces sonnantes et trébuchantes pour le reste. Le certain volume était 250 000 €. Bénéfice net, pas même les ventes brutes, au cours des 12 premiers mois. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle proposition auparavant, et même à 19 ans, je savais que c'était très louche. C'est la première chose pour laquelle j'étais parfaitement heureux de laisser le patron s'attribuer le mérite. Il n'y avait aucune chance que nous atteignions ce quota, mais le patron ignorant était tellement ravi d'avoir un gros chiffre à lancer qu'il a imprimé le contrat sur le champ. Il m'a été envoyé par la poste, mais il a immédiatement affirmé que c'était lui qui l'avait négocié. La grosse andouille. Il m'a demandé ce que je pensais du contrat, et si nous pouvions le remplir. Ce que je n'ai pas dit, c'est que seul un champion du monde des idiots du village signerait ce contrat. Je n'ai pas dit non plus que seul un idiot de vendeur de godemiché se lancerait dans ce contrat manifestement désastreux sans consulter le propriétaire. Comme le patron l'avait très clairement fait remarquer, il était le dieu du marketing, et je n'étais qu'un modeste stagiaire dont la vie n'est pas plus utile qu'une théière en chocolat. Au lieu de l'avertir que ce contrat était si horrible que nous devrions brûler le papier sur lequel il était imprimé et faire exorciser le bureau pour être sûr, j'ai simplement dit « C'est vous le patron, les chiffres sont tous dans le cahier de projet si vous voulez les relire, mais si ça vous semble bon, le bureau de poste ferme dans 15 minutes. » Je savais sans l'ombre d'un doute qu'il ne s'embarrasserait pas de ma paperasse ennuyeuse, pas alors que je lui avais fait miroiter la possibilité d'expédier son gros lot avant la fin de la journée. Et il m'a répondu qu'il n'avait pas besoin de voir mes chiffres, puisqu'il avait fait les calculs lui-même, et qu'il était certain que c'était de l'or en barre.
Curieusement, le cahier de projet montrait clairement que j'avais estimé, du mieux que je pouvais sans expérience analytique, que nos ventes brutes la première année pourraient atteindre 20 000 € si nous avions de la chance. Mais rien de ce que j'écrivais ne valait la peine d'être lu, pas avec la fermeture du bureau de poste dans 15 minutes. Alors il a signé le contrat et m'a envoyé courir le poster. J'ai fait des copies et je les ai envoyées à nos nouveaux vendeurs, les chanceux. J'ai ensuite apporté une copie directement au propriétaire. Je lui ai dit que le cahier de projet se trouvait dans le bureau du patron s'il voulait vérifier les chiffres. Puis je me suis rendu au service des ressources humaines à côté pour remettre à regret mon préavis, afin de partir avant le début des feux d'artifice. Le lendemain, dès l'ouverture, le patron a été convoqué à une réunion avec le propriétaire. On entendait des cris. Environ 1 heure plus tard, le patron a été expulsé de la propriété et un mail tapé à la hâte a été envoyé pour rappeler que seul le propriétaire et les ressources humaines étaient autorisés à signer au nom de l'entreprise. Malheureusement, le contrat était toujours apparemment valide, car le titre du patron, directeur du marketing, lui conférait une autorité implicite ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas juriste et tout ce que j'ai fait pendant ma dernière semaine, sans patron et avec notre projet en lambeaux, c'est de traîner au KFC avec l'autre survivant de stagiaire. Je n'ai assisté à aucune réunion du conseil d'administration, étonnamment, mais l'avocat de l'entreprise était présent tous les jours de la semaine. Et aux dernières nouvelles, l'ex-patron a été poursuivi par l'entreprise pour les dommages et intérêts qu'ils ont dû verser aux vendeurs européens, qui s'élevaient potentiellement à plus de 250 000 €. Je doute que le chiffre d'affaires de sa boutique de Godemiché suffise à couvrir ses frais d'avocat. Nous avons donc dans cette histoire un directeur incompétent parce qu'il est trop imbu de sa personne, et un propriétaire d'entreprise qui visiblement est complètement à l'ouest pour ne pas se rendre compte que son directeur fait n'importe quoi. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire ça aide aussi le référencement et je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.